Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette nouvelle... Merci d'être présent à cette nouvelle conférence forum. Merci à Mazars qui nous permet de réaliser toutes ces conférences. Nous avons ce soir le plaisir et l'honneur de recevoir Maître Thierry Herzog, avocat notamment de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'événement en posant vos questions. Les trois meilleures interventions, les trois meilleurs intervenants seront sélectionnés pour participer au cocktail post-conférence. Le déroulé de cette conférence, nous aurons Mathieu et Adrienne sur scène pour accompagner Maître Thierry Herzog. Ensuite, Victoire vous fera le pupitre de présentation. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Maître Thierry Herzog avec Mathieu et Adrienne. Et je laisse maintenant la parole à Victoire pour la présentation. Très bonne conférence à tous. Maître Thierry Herzog, tout d'abord bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous naissez en octobre 1955 à Paris et vous destinez très tôt au droit. Pourquoi cela? Pour reprendre vos mots, je voulais être célèbre, j'ai vite compris que je ne serais jamais chanteur. Célèbre vous l'êtes, certes chanteur vous ne l'êtes pas devenu, et ce malgré votre culture inégalable de la chanson française. Encore une fois pour vous citer, celui qui me baisera sur la chanson française n'est pas encore né. Vous entrez en scène en 1979, admis au bureau de Paris. Vous décidez alors d'entreprendre chez les plus grands et débutez dans le cabinet de Jean-Louis Pelletier, le meilleur de sa génération, qui deviendra votre mentor. De plus, le droit semble être une histoire de famille, au moins de fratrie. Votre sœur a également emprunté le parcours du droit, à la seule différence qu'elle préfère le syndicat de la magistrature à la compagnie de Nicolas Sarkozy. Elle reconnaîtra tout de même un point positif à ce dernier, celui de vous apprécier et de vous fréquenter. Comment vous décrire? Nicolas Sarkozy s'est prêté au jeu et a répondu en 5 mots, voici le meilleur des avocats. Car de Nicolas Sarkozy, vous êtes inséparable depuis près de 30 années, mais nous y reviendrons plus tard. Avocat, vous l'êtes bel et bien et pas de n'importe qui. Vous comptez parmi vos clients Nicolas Sarkozy, évidemment, mais d'abord Jean-Pierre Le Pape, criminel de renom d'un autre temps, membre présumé du gang des postiches, sauvagement abattu en 1998. On voit vite que vous avez le goût des affaires complexes, entachées de scandales. Avocat de Jean Tibéri, de Thalès dans l'affaire des frégates de Taïwan, avocat des braqueurs de l'UBS, de dealers, vous aimez quand il y a un loup. Fin procédurier, pour le plus grand plaisir de vos 2 intervieweurs en parcours droit à l'EM Lyon, vous réussissez d'ailleurs à faire annuler plusieurs poursuites à l'encontre de vos clients pour vice de procédure. Vos nombreux succès font de vous un avocat renommé et vous êtes promu en 2009 au grade d'officier de la Légion d'honneur des mains du président de la République et ami Nicolas Sarkozy. Il est difficile pour moi de trouver quelques boutades à faire à votre propos. Tous vos collègues avocats ne manquent pas de louanges à votre égard. Homme très drôle et chaleureux, selon Maître Patrick Maisonneuve, un gros travailleur avec un esprit de synthèse remarquable, selon Maître Dupond-Moretti. Seules 2 personnes dérogent à cette admiration quasiment unanime, M. Von Rymbeck, magistrat s'étant saisi de l'affaire Clistream II et d'un don de la farce, et l'ex-procureur de Nice, Éric de Montgolfier, qui vous reproche un côté un peu tordu. Quel pénaliste ne l'est pas, me direz-vous? On peut également supposer, sans être fantasque, que Dominique de Villepin ne doit pas vous porter dans son cœur. Pour finir sur un ton plus léger, revenons sur votre passion pour la musique française qui ravira plusieurs membres de notre association, pas forcément pour les mêmes artistes, mais du moins pour la langue de Molière. Fan de Johnny Hallyday, vous n'avez raté que de très rares concerts de lui, et le 6 mai 2007 fut pour vous une magnifique soirée, car vous avez non seulement pu célébrer la victoire d'un ami, mais surtout rencontrer votre idole, qui vous tint à peu près ce langage. Vous devriez goûter le vin blanc, il est excellent. Encore une passion commune avec notre association, et plus généralement nos comparses de l'EM Lyon, l'amour de la boisson. Je laisse maintenant la parole à Adrienne et Mathieu, et j'ai hâte de vous retrouver à la fin de la conférence, mon Thierry, comme vous appelle affectueusement Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, pour fumer une gitane avec vous. La parole est à vous, maître. Maître Herzog, encore merci pour votre présence ce soir avec nous. Écoutez, merci d'abord à vous de cet accueil. J'allais dire ça commence bien, mais est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Je suis très
heureux d'être parmi vous et d'essayer au moins de vous faire découvrir et partager le métier d'avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? À quoi sert un avocat? Voilà, je suis ravi d'être là. Merci. Alors la conférence va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous allons évoquer les problématiques de la justice aujourd'hui. Et ensuite, on fera une deuxième partie plutôt sur l'indépendance de la justice, qui est remise en cause, semble-t-il, ces derniers temps. Donc tout d'abord, ça ne vous a pas échappé, vous non plus, cher public. Dimanche dernier, c'était le premier tour des élections présidentielles. Donc comme 47 millions de citoyens, vous étiez appelés aux urnes pour choisir le nouveau président. Il y avait 11 candidats. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2 finalistes, qui sont, vous le savez tous, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc avec ma chère Adrienne, nous nous sommes plongés dans les programmes justice de ces 2 finalistes que nous avons étudiés. Donc s'ils sont d'accord sur un point, c'est au moins pour signaler certains dysfonctionnements de la justice aujourd'hui. Bon, c'est à peu près tout. Ils font, par exemple, Emmanuel Macron fait plutôt le constat d'un manque de moyens de la justice, qui expliquerait ses lenteurs, parfois ses erreurs, et donc lui propose dans une certaine mesure une numérisation de la justice, c'est-à-dire la création de plateformes en ligne pour permettre d'accéder plus facilement aux décisions de justice, aux procédures et à la loi. Quant à Marine Le Pen, son constat est plutôt celui d'un laxisme de la justice aujourd'hui, une justice qui permettrait mal de protéger les citoyens, et qui n'appliquerait pas ces peines. Et donc, comme mesure phare pour la justice, elle propose plutôt l'abrogation de la loi Taubira, qui avait été donc, promulguée sous la présidence de François Hollande. La loi Taubira qui contient notamment la suppression des peines planchers, mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et également qui facilite les peines non carcérales. Donc, ma première question sera: que pensez-vous de ces programmes de justice? Que pensez-vous, en tout cas, du traitement de la justice dans la campagne présidentielle 2017? Bon, d'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'à chaque élection, la justice prend une place prépondérante parce que pour ceux qui sont candidats et pour ceux qui vont être amenés à élire ou à choisir le candidat, ils ont comme souci, d'une part, de dire qu'avec eux, les peines seront exécutées, que des places de prison seront construites, que le budget de la justice, qui est dérisoire, ou en tous les cas insuffisant, à la fois en moyens et aussi en magistrats pour pouvoir la rendre, et qui font que vous avez des délais totalement déraisonnables pour que les affaires soient jugées, mettent en avant, à l'occasion des campagnes présidentielles, des programmes miracles où les peines planchées seront pour les uns abrogées, où les décisions de justice seront pour les autres désormais exécutées, où on considère que de nombreuses places de prison seront construites alors qu'aucun programme ne permet d'envisager rapidement la construction de prisons. Et les candidats se polarisent en réalité sur la justice pénale, qui, pour le citoyen, est sa préoccupation au regard des attaques, des agressions qu'il peut redouter, au regard, bien sûr, des actes de terrorisme. Et dans le même temps, tout ce qui est justice civile, c'est-à-dire tout ce qui va concerner, j'y mets volontairement les guillemets, les honnêtes gens, c'est-à-dire les prud'hommes, c'est-à-dire le divorce, c'est-à-dire l'achat d'un bien en copropriété, c'est-à-dire les troubles de voisinage, par exemple, tout cela est totalement passé sous silence. Quand on compare ou quand on lit les 2 programmes des 2 candidats, des 2 finalistes, on s'aperçoit que l'un et l'autre mettent en avant en priorité l'exécution des peines de prison, mettent en avant la nécessité de construire des places de prison, et que ce soit Macron ou Le Pen, ils ne se polarisent que sur la justice pénale et sur le tout sécuritaire, bien sûr pour appeler les lecteurs et pour engranger le plus de voix possible.
Donc, ce sont des promesses. Comme toutes les promesses, elles n'engagent que ceux qui les font. Et en réalité, une fois l'élection passée, on s'aperçoit qu'il est très difficile de changer quoi que ce soit, pour une raison simple, c'est qu'il y a aujourd'hui quelques 70 000 détenus pour une 50 000 places de prison, qu'il y a une surpopulation pénale, que pour le citoyen honnête, il est révoltant de constater qu'une agression, un vol, un viol a été commis par quelqu'un qui a un casier judiciaire, qui a de nombreuses condamnations et qui n'a pas exécuté la dernière peine qui devait être exécutée. Vous avez ici les affaires qui défrayent la chronique, où on s'aperçoit récemment encore, il y a une semaine, que celui qui a été abattu sur les Champs-Élysées était ou aurait dû voir sa conditionnelle être révoquée parce qu'il ne respectait pas ses obligations. Et donc, pour le citoyen, vous avez, il a le sentiment que la justice, même si on y met les moyens, n'est pas bien rendue, que ceux qui sont à même de la rendre sont trop laxistes, et donc on s'oriente à chaque campagne présidentielle, celle-là comme la précédente, vers plus de peines à exécuter, plus de places de prison à construire, plus de détention, et un régime plus sévère que celui qui existe actuellement. Mais vous pensez que la justice est trop laxiste aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que la justice est trop laxiste. Je pense qu'à la différence de certains pays, le vrai problème pour la justice tient dans le fait que on considère qu'on doit placer en détention provisoire nonobstant la présomption d'innocence, et que on n'est pas dans le système où on est libéré sous caution, on est libéré sous contrôle judiciaire, et comme aux États-Unis, lorsqu'on comparaît devant le juge, pour être jugé, on peut écoper de 15 ou 20 ans de prison. La mentalité des Français n'est pas prête à accepter, et les juges non plus d'ailleurs, que la détention provisoire soit exceptionnelle, que la liberté soit la règle, et considère, c'est dans la mentalité qu'il faut incarcérer et placer en détention provisoire, ce qui provoque des prisons surpeuplées, des matelas par terre, une promiscuité qui fait naître des rencontres, qui se traduisent ensuite par des radicalisations, l'impossibilité de séparer certains détenus d'autres, donc une certaine contamination. Bref, c'est tout un système de pensée qui est à revoir, et je ne crois pas qu'il s'agisse de dire que c'est une justice sévère ou une justice laxiste. C'est la justice, c'est un manque de moyens, et ce sont des mentalités à changer. Ouais, c'est d'autant plus juste que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons, qui est assez déplorable comme vous l'avez souligné. Donc voilà, donc selon vous, si je résume bien, c'est plus des mesures phares qui parlent à tout le monde mais qui ne changeront pas les vrais problèmes que la prise à bras-le-corps des vrais problèmes que rencontre la justice aujourd'hui. Absolument, absolument. Très bien, merci. Et je voulais vous poser une question par rapport à l'état d'urgence. Donc depuis le 13 novembre 2015, la France vit sous l'emprise de l'état d'urgence qui a été renouvelé 5 fois par l'Assemblée nationale. Cet état d'urgence au nom de la sécurité permet à l'exécutif d'interdire des manifestations par exemple, ou de procéder à des perquisitions de jour comme de nuit, sans l'aval des juges. Pensez-vous que nous sommes entrés dans un état d'urgence permanent, et ces restrictions de liberté vous semblent-elles acceptables ? Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que l'état d'urgence permet effectivement d'opérer des perquisitions jour et nuit, pas tout à fait sans l'assentiment ou sans l'accord des magistrats. Le contrôle se fait a posteriori, permet incontestablement de déjouer des attentats et d'en éviter. N'en aurait-il qu'un seul qui serait évité et qu'il faudrait maintenir l'état d'urgence. Et au fond,
Est-ce que cela est à même de rassurer la population, le fait de voir des militaires dans les gares, dans les aéroports, dans les rues, donne à ceux qui sont là un sentiment de sécurité qu'ils n'ont pas autrement, et permet aussi aux services chargés de lutter contre le terrorisme de pouvoir opérer à toute heure des perquisitions. Si l'on en croit les rapports qui sont faits, il y a l'unanimité pour maintenir cet état d'urgence, et l'actualité récente démontre à l'évidence qu'à Marseille notamment, les perquisitions ont pu être opérées en pleine nuit, ont permis la saisie de matériel destiné à commettre un attentat, ce qui, dans un cadre plus réglementaire, c'est-à-dire avec l'ouverture d'une information, la désignation de juge d'instruction sur la base d'un rapport de police qui souvent ne dit pas grand-chose autre que tel ou tel individu a été repéré avec un autre, ils sont de retour de Syrie, ils sont vus fréquemment au contact de personnes qui pourraient permettre la réalisation d'un attentat. Ces rapports-là donnaient lieu à des ouvertures d'informations, à des commissions rogatoires, à des délais qui étaient extrêmement longs, et souvent, avant que ne s'opèrent les perquisitions et avant qu'elles puissent être fructueuses, les attentats ou les passages à l'acte avaient été commis. Mais alors, est-ce qu'on peut raisonnablement envisager une sortie de l'état d'urgence un jour? Parce que des actes très isolés peuvent succéder. De toute façon, c'est un problème qui est lié à la fois à la sécurité et à la fois à l'opinion publique. Ceux qui sont honnêtes ne peuvent rien redouter de l'état d'urgence. Ceux qui sont honnêtes ne peuvent pas craindre une perquisition, car il y a peu de chances qu'ils soient signalisés, qu'ils soient repérés et qu'on vienne à leur domicile à 4 h du matin ou à minuit. Donc, évidemment, la question est très lourde. Je vous rappelle quand même que le 14 juillet l'année dernière, à midi, le président de la République était interrogé pour l'entretien qu'il a habituellement avec les journalistes après le défilé, et il annonce que compte tenu du climat apaisé, compte tenu du calme retrouvé, l'état d'urgence sera levé dans l'après-midi. À 22 h sur la promenade des Anglais, il y avait quand même 86 morts et de nombreux blessés qui ont conduit bien sûr à changer d'avis et à maintenir l'état d'urgence. Donc dire aujourd'hui il faut lever l'état d'urgence, celle ou celui qui sera élu dans quelques jours président de la République n'aura sûrement pas comme priorité celle de lever l'état d'urgence. Et quant à la loi renseignement, qui avait fait beaucoup débat, notamment sur les libertés personnelles et les possibilités qui seraient données au gouvernement d'empiéter sur ses libertés personnelles et sur certains secrets, le gouvernement s'était défendu en disant non, on est animé de bonnes intentions. D'ailleurs, on a un gouvernement de gauche, on est très respectueux des libertés personnelles. Est-ce que le fait de passer ces lois peut vraiment, sous prétexte d'une bonne intention, peut être toléré en fait Non, par principe, si vous voulez, quand on est jeune, ce qui est encore votre cas, quand on est avocat, ce qui est le mien, on est bien sûr pour la liberté toutes les libertés individuelles et pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de garanties qui soient données. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent ou ceux qui seront amenés à le faire ont comme première priorité celle de faire face à une menace qui est une vraie menace. Et vous ne pouvez pas sacrifier ou risquer de sacrifier des vies parce que vous expliquerez à ceux qui ont voté pour vous, ou contre vous d'ailleurs, que finalement le Parlement va revenir sur certaines dispositions de loi qui seraient trop privatives pour les libertés individuelles. Il suffit de se promener dans les rues, il suffit de parler avec des
des gens pour s'apercevoir que leur priorité n'est pas là. Mais on ne peut pas surveiller le portable de tout un chacun non plus. Comment est-ce que vous faites la mesure de... Où est la limite à ce moment-là? Vous savez, c'est très difficile parce que vous avez toujours, de toute façon, dans toute loi, la théorie, la pratique. Vous avez dans tout texte de loi, aussi répressif soit-il, des garanties qui sont données pour éviter qu'il soit touché aux libertés individuelles. Et je ne suis pas certain que vous puissiez parvenir, aujourd'hui en tous les cas, à faire en sorte que ces textes ne soient pas appliqués. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel les a validés. Il y a eu pratiquement qu'un ou deux articles qui ont été modifiés, et dans les grandes lignes, la loi sécurité a été votée à l'unanimité au Parlement. Et à propos des libertés personnelles et de leur protection, vous-même dans votre carrière, vous avez été amené à défendre de nombreux clients, et pour certains, vous avez réussi à obtenir leur libération, l'abandon des charges pesant contre eux, en pointant des vices de procédure au cours du procès. Et donc, cette façon de juger les formes, enfin, en tout cas de pointer des vices de forme, est-ce que ça ne témoigne pas au contraire d'un attachement aux libertés personnelles et à une volonté d'éviter que l'accusé soit déjà jugé avant de commencer le procès, et que ces formes qui sont parfois certes contraignantes et certes lourdes servent tout de même à protéger la liberté de Bien sûr. chacun. Mais là, ça c'est autre chose. Vous avez un code de procédure pénale qui est pour protéger les libertés individuelles, qui fixe un certain nombre de règles, qui fixe un certain nombre de délais, qui fixe un certain nombre de formes dans lesquelles doivent être opérées des perquisitions, doivent être opérées des gardes à vue. Vous avez des droits qui doivent être notifiés dans une langue que la personne de nationalité étrangère doit pouvoir comprendre. Vous avez un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale qui régissent la forme du procès. C'est-à-dire, on va arrêter quelqu'un, il a le droit à un avocat, et le travail de l'avocat est de voir et d'étudier le dossier et de voir si la procédure a été respectée. Est-ce qu'on doit tirer les conséquences que l'avocat qui fait son travail et qui va faire annuler une procédure est quelque part quelqu'un qui est du côté de ceux qui enfreignent la loi? Pas du tout. C'est toujours le même problème. Vous avez celui qui n'a jamais eu affaire à un avocat et qui va dire c'est scandaleux de faire libérer un malfrat. Et puis le jour où il a un excès de vitesse, le jour où il reçoit l'avis qui lui retire 3 points, il va aller voir un avocat, il va lui dire maître, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas faire appel? Est-ce qu'on ne peut pas vérifier si l'appareil fonctionnait correctement, s'il y avait moins d'1 an qu'il n'avait pas été vérifié? Donc il va être content à ce moment-là de trouver l'avocat qui va essayer de le sortir d'affaire. Donc, quel que soit le côté où on se place, tant qu'on n'est pas confronté à la justice, je pense qu'on ne la connaît pas. Même d'ailleurs quand on est confronté à la justice, on ne la connaît pas non plus, ou pas bien. Et après, je pense oui qu'un bon avocat doit vérifier que la loi a été appliquée, et si elle ne l'est pas, il doit demander et tenter d'obtenir la nullité de la procédure. Et justement, en parlant des droits du défendeur, donc en 2014, la police a écouté une conversation téléphonique entre vous et votre client s'il y en avait eu qu'une, Nicolas Sarkozy. Et donc, dans le cadre de l'affaire Adelbert, 2 ans plus tard, la Cour de cassation a validé la retranscription de ces écoutes comme un élément de preuve. Vous avez vivement critiqué ce procédé comme une atteinte directe au secret professionnel, et donc au droit du défendeur. Certains avocats, dont votre ami Éric Dupond-Moretti, ont lancé une pétition pour une loi protégeant le secret professionnel des avocats. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui on connaît une dérive intrusive de la justice? Non, aujourd'hui on connaît surtout une volonté
de faire disparaître le secret professionnel de l'avocat et au fond d'essayer de considérer que ce secret professionnel n'existe plus. C'est une dérive parce que un client doit pouvoir dire à son avocat ce qu'il veut lui dire. Un client doit pouvoir se confier comme on se confie à un médecin, comme on peut se confier à un prêtre, sans pour autant que des juges puissent intercepter, retranscrire des conversations. Et malheureusement, parce que c'est quelque chose de grave, c'est un véritable recul, la Cour de cassation a validé ces écoutes téléphoniques en considérant qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy n'avait pas été mis en examen dans l'affaire dans laquelle il était soupçonné, je ne pouvais pas être dans cette procédure considéré comme son avocat, et dès lors, nos conversations n'étaient pas couvertes par le secret professionnel. Ce faisant, cela veut dire aussi, pour ceux peut-être qui deviendront avocats ou qui ont envie de le devenir, qui côtoient des avocats, ou qui sont clients d'avocats pour vos proches, que par exemple, cette restriction qui a été faite par la Cour de cassation du secret professionnel signifie qu'une femme qui va vouloir divorcer va confier à l'avocat un certain nombre de secrets. Si elle lui téléphone pour expliquer qu'elle n'a pas eu envie de dénoncer pour l'instant son mari qui avait un compte à l'étranger, cette conversation n'est pas protégée par le secret professionnel. Il en est de même des avocats qui font du droit des affaires, qui vont lancer une OPA, qui vont parler avec un grand patron, qui vont décider d'un certain nombre de modalités. Ces conversations, désormais, ne sont plus couvertes par le secret professionnel. Mais quelles sont les limites du secret professionnel? C'est à partir du moment où l'avocat commet une faute que... Mais il n'y a pas de limite du secret professionnel. Vous ne pouvez pas avoir de limite du secret professionnel. Si bien sûr vous avez la conversation d'un avocat avec quelqu'un qui est en détention et à qui il explique qu'il va lui apporter des explosifs pour faire sauter les portes et pour le faire évader, évidemment la conversation n'est pas couverte par le secret professionnel. Mais avant même de pouvoir délimiter cela, vous avez par exemple le système qui fonctionne parfaitement aux États-Unis. Les avocats sont répertoriés sur des listings, leur téléphone fixe, leur téléphone portable. Les nôtres aujourd'hui le sont aussi pour par exemple lorsque nous sommes appelés pour assister des clients en garde à vue, il y a une plateforme informatique qui fait que la personne interpellée, placée en garde à vue, donne le nom d'un avocat, qu'immédiatement on peut joindre cet avocat sur sa ligne fixe ou sur son téléphone portable, et pour le prévenir. Lorsque vous êtes en détention, vous donnez le numéro de téléphone de votre avocat, portable ou fixe, et dès que, depuis la cabine de la prison, le détenu vous appelle, la communication est automatiquement coupée. Aux États-Unis, dès qu'un avocat est appelé, à supposer que le portable ou la ligne fixe de la personne soit sur écoute, la communication est automatiquement coupée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de pouvoir être écouté. Donc ce sont les mêmes garanties qui ont été demandées pour les avocats. Il y a eu des promesses qui ont été faites à l'époque de mon affaire, enfin de l'affaire qui m'a concerné. Et ces promesses sont restées vaines. On nous a expliqué que, nonobstant les protestations de tous les barreaux de France, c'était un procédé qui était long à mettre en œuvre et que pour l'instant, on ferait en sorte d'interdire les retranscriptions de conversations entre avocats et clients. Est-ce que vous pensez que les juges détestent les avocats pénalistes? Je ne pense pas ça. Je pense que dès que des juges deviennent célèbres, le volontariat aidant, leur sortie de l'anonymat fait qu'ils
il recherche la lumière et que pour un magistrat, il est mieux de rester dans l'ombre. Et alors, est-ce que la présence de plus nombreux jurys populaires, par exemple, ça pourrait être une solution pour, si vous voulez, ce que l'on regrette pour aujourd'hui, c'est que, par exemple, le jury populaire est considérablement restreint dans les cours d'assises. On est passé de 9 à 6 et maintenant à 5 jurés, avec 3 magistrats professionnels. C'est très technique, mais les règles de vote sur la culpabilité et sur la peine ont été modifiées, sur le quantum du nombre de voix. Et alors que la cour d'assises doit être une émanation populaire, doit être le verdict rendu comme toutes les décisions, au nom du peuple français, mais par des jurés, aujourd'hui, il y a plus de magistrats professionnels que de jurés qui composent les cours d'assises. Donc il y a un déséquilibre, et c'est franchement dommage. Oui, d'un autre côté, si on pense, c'est un film très connu, à 12 hommes en colère, ou également à l'élection de certains juges aux États-Unis qui sont justement la retranscription de ce dont vous parliez tout à l'heure, des préoccupations en fait, de la population, qui est de punir plus sévèrement, d'envoyer peut-être plus de gens en prison. Est-ce que c'est pas aussi une façon de rendre cette justice plus objective en utilisant plus de magistrats professionnels plutôt que des jurés populaires qui seraient plus enclins à avoir une dimension affective dans leur Non, décision? je ne crois pas. Je crois que la fonction de juger, le fait qu'un juré est une voix qui compte à égalité avec celle d'un magistrat professionnel. Le fait de n'être normalement qu'encadré avec des magistrats dans une cour d'assises qui ne doivent que vous guider, qui ne doivent pas vous influencer pendant le délibéré, fait que la décision d'un arrêt de cour d'assises qui est rendu après des jours et des jours de débat par 9 jurés et 3 magistrats a plus de poids qu'une décision de cour d'assises qui est rendue par 3 magistrats professionnels et par 2 jurés. Parce que forcément, pendant le délibéré, vous pouvez prendre des jurés de qualité, des gens qui sont évolués, des gens qui comprennent, des gens qui vont comprendre l'accusé. Les 3 magistrats professionnels vont d'abord les mettre en minorité et ensuite jugeront et décideront de ce qu'ils veulent juger eux-mêmes. D'accord, très bien. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de... C'est une application, ouais. À la deuxième partie de cette conférence, donc sur l'indépendance de la justice. C'est un bon moment pour en parler, puisqu'on a une campagne électorale quand même très mouvementée, rythmée notamment par beaucoup d'affaires. Vous-même, vous étiez il y a 1 an aux côtés de Nicolas Sarkozy, avant qu'il se présente aux primaires des Républicains. Et depuis, il y a donc eu les affaires Fillon, également d'autres affaires qui ont touché Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez, comme les militants de Marine Le Pen ou de François Fillon, que la justice est vraiment biaisée, qu'il y a eu des attaques répétées et préméditées contre ces candidats? Est-ce que vous pensez finalement, comme on l'a entendu, qu'ils ont été volés de leur campagne? Non. Non. Vous savez, toutes les campagnes présidentielles ont souvent connu des affaires qui sont nées à quelques jours ou à quelques semaines du scrutin. Et vous avez au fond, pour l'homme politique, la facilité qui consiste à dire c'est une instrumentalisation de la justice, c'est un cabinet noir, c'est une persécution. C'est facile. C'est facile. On aime ou on n'aime pas Fillon, on peut quand même pas dire que c'est le président Hollande qui lui a demandé de salarier sa femme comme attachée parlementaire. On aime ou on n'aime pas Marine Le Pen, on peut quand même pas dire que c'est le président Hollande qui a été lui demandé d'engager ou de faire engager des assistants par le Parlement européen. Alors après, les hommes politiques sont comme les citoyens. Tant que la justice ne s'intéresse pas à eux, ils font confiance à la justice. Et puis quand la justice s'intéresse à eux, ils vous expliquent que
l'indépendance des juges n'existe pas, que c'est une justice aux ordres, qu'on a voulu les abattre. Je ne crois pas. Regardez, c'est très intéressant de voir comment se sont défendus Marine Le Pen et Fillon. Marine Le Pen dit, même si j'étais mise en examen, c'est sûrement pas un juge qui me ferait renoncer à être candidate, et je fais jouer mon immunité parlementaire et je ne réponds pas aux questions. Et puis vous avez François Fillon qui dit dans un premier temps, tout ça c'est une vaste blague, je vais envoyer mon avocat avec des documents et je vais demander à être entendu très rapidement. On l'entend très rapidement, et puis sans doute parce que les choses ne se passent pas comme il espérait qu'elles se passent, à ce moment-là, il y a un changement à 360 degrés, l'affirmation selon laquelle s'il est mis en examen, il se retire, ne vaut plus parce que la justice est instrumentalisée. Je ne crois pas du tout à cette instrumentalisation. Ce qui est certain, c'est que vous avez, au moment de la campagne présidentielle, des médias naturellement qui prennent position et qui vont feuilletonner les affaires pour faire en sorte d'affaiblir celui ou celle dont ils ne veulent pas qu'il puisse concourir jusqu'au bout. Et après, vous avez un problème de stratégie, un problème de défense, un problème lié aussi au fait que tout dépend comment vous vous êtes présenté et ce que vous avez indiqué que vous feriez, pour ensuite faire le contraire. Donc, en ce qui me concerne, je ne crois pas à l'indépendance de la justice, je ne crois pas non plus que des ordres puissent être donnés pour que l'on puisse accélérer des procédures ou les favoriser. Je pense en revanche que nous sommes aujourd'hui dans un système médiatique qui est tel qu'entre les chaînes d'infos en continu, les tendances des journalistes, qui sont de gauche ou de droite et qui veulent œuvrer pour faire arriver le candidat qu'ils ont choisi, l'absence totale de dissimulation. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, non pas parce qu'il y a une autorité de la transparence, non pas parce qu'il y a une haute autorité qui va s'intéresser au patrimoine déclaré et pouvoir les vérifier, mais simplement parce que nous sommes dans l'ère de l'information, rien ne peut plus se cacher, personne ne peut plus rien faire qui ne soit pas connu. Ce système-là a des avantages et a des inconvénients. Et comme à chaque campagne électorale, vous avez ceux qui ont décidé de sortir des affaires, ces affaires sortent, elles sont confiées à des juges qui instruisent et voilà. Mais vous ne pensez pas qu'à cause de tous ces journaux d'investigation, la justice se fait quelque peu moralisatrice et touche à des choses qui ne sont pas forcément du droit, mais plus de la morale? Écoutez, je crois surtout que on est attaché à la présomption d'innocence que dans les colloques, que dans les rentrées de la conférence ou les rentrées au palais de justice, où les magistrats vous expliquent combien il faut respecter la présomption d'innocence. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps judiciaire est un temps qui est totalement dépassé par le temps médiatique. Aujourd'hui, la vérité n'est pas la vérité judiciaire, elle est la vérité médiatique. Aujourd'hui, lorsque des affaires éclatent, la présomption d'innocence est totalement bafouée, elle n'existe pas. Ce sont les révélations de Mediatruc ou du Canard enchaîné, ce sont les facsimilés, ce sont les bulletins de salaire, ce sont les comptes en Suisse, ce sont ceci, ce sont cela, qui fait qu'aujourd'hui, le temps médiatique compte infiniment plus que le temps judiciaire. Et ceux qui sortent victorieux rapidement sont ceux qui maîtrisent le calendrier médiatique. Le temps judiciaire n'a aucune importance. Oui, sur Europe 1, vous déclariez le 16 février 2016 à propos de Nicolas Sarkozy. Être mis en examen n'empêche pas de se présenter à l'élection présidentielle. Peut-être en creux, on pouvait aussi reconnaître ou alors prévoir la candidature de M. Juppé. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Quand j'ai vu la chaleur avec laquelle
Nicolas Sarkozy était soutenu par ses concurrents à la primaire et les condoléances étaient les siennes parce qu'il avait été mis en examen dans l'affaire Big Malion. J'ai dit ceci, j'ai dit être mis en examen n'empêche pas d'être candidat à la primaire, et j'ai ajouté, et avoir été condamné n'empêche pas d'être candidat à la présidence de la République. Alors certains ont vu un pic contre le maire de Bordeaux, c'était vraiment mal comprendre mes propos. D'accord. Mais il n'en demeure pas moins que peut-être que ces affaires, au-delà effectivement de la justice, témoignent aussi d'une volonté, plus que du respect du droit, ce que disait Adrienne, du respect de la morale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande décrédibilisation des hommes politiques aujourd'hui à laquelle participent ces affaires? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'effectivement un homme politique se doit être plus moral par rapport que finalement respectueux du droit? Est-ce que vous pensez que la moralité est une valeur politique? Est-ce qu'il faut être plus que... Je pense, si vous voulez, qu'il faut faire très attention de ne pas confondre, de ne pas déclarer coupables ceux qui sont mis en examen avant même que le procès n'ait eu lieu. Voyez-vous, en 2012, Nicolas Sarkozy était candidat à sa réélection, et ce n'est pas bien sûr la raison de sa défaite. Mais sa campagne a été polluée par l'affaire Bettencourt, des révélations dans un grand journal du soir, des rendez-vous, des enveloppes qu'il aurait reçues, de la fréquentation de cette vieille dame qu'il aurait pratiquement dépouillée. Et puis, à la finale, il est mis en examen, les caméras, les télévisions, la presse, devant le palais, à la sortie du palais, devant le parking, à l'aéroport. Il a un non-lieu et finalement, quelques lignes dans les mêmes journaux que ceux qui en avaient fait des pages et des pages, personne n'en parle. Donc je dis quand même que ne jetons la pierre à personne, restons prudents, et respectons pour les puissants comme pour les faibles, mais peut-être encore davantage pour les puissants parce qu'ils sont mis dans la lumière, respectons la présomption d'innocence. Être mis en examen ne signifie pas que vous soyez coupable. Être mis en examen signifie qu'il y a des indices que vous ayez pu commettre une infraction. Mais par définition, il y a une instruction, et à la fin de l'instruction, le juge dit si ces indices se sont transformés en charges, et si ces charges sont suffisantes pour justifier votre renvoi devant un tribunal. Et vous, je pense, parce que je le vois à l'écran, que la grande erreur de François Fillon est d'être venu sur TF1 en affirmant, alors qu'il a eu des fonctions éminentes, alors qu'il a été Premier ministre, que s'il était mis en examen, il renoncerait parce que là, il considérerait qu'il est déshonoré. Je dois vous dire que pour un juriste, pour un avocat, et même pour tout à chacun, le fait d'abord de le dire et de ne pas le faire ensuite a dû considérablement l'affaiblir. Et encore une fois, il aurait été mieux inspiré de ne pas dire cela, parce que de toute façon, aujourd'hui, il a eu après une position qui était très difficile à tenir, en expliquant qu'il renonçait à ce qu'il avait dit parce qu'il était innocent. Être mis en examen, c'était présumé innocent. Et encore une fois, essayons et essayez de séparer la morale du droit. Ce sont deux notions totalement différentes. Il y a le droit pénal, il y a les infractions, il y a la définition d'infraction, il y a une mise en examen et la présomption d'innocence, et puis après, il y a la morale. La morale, comme disait Léo Ferré, c'est toujours la morale des autres. Et vous disiez justement que le temps médiatique dépassait de loin le temps de la justice. Est-ce que, donc, à partir de ce moment-là, c'est le rôle de l'avocat que de rattraper ce temps médiatique pour éviter, notamment dans le cas d'un homme politique, que
ne serait-ce que les soupçons soient déjà un dommage pour lui. Est-ce que c'est le rôle de l'avocat aujourd'hui d'être médiatique et de défendre aussi dans les journaux, aussi à la télévision, son client? Bon, je crois que quel que soit le métier que l'on fait, que l'on exerce, l'avocat est le porte-parole, le porte-voix de son client. Pour être efficace, il faut essayer de parler peu. Car le problème des avocats, quand ils sont confrontés à des affaires médiatiques, en général ils parlent beaucoup et qu'ils s'expriment trop et qu'ils alimentent ainsi les médias. Un avocat, il doit plaider. Un avocat, il doit s'exprimer quand il sort d'un palais de justice pour expliquer pourquoi son client a été mis en examen et pour rappeler qu'il est présumé innocent. Et puis, il doit s'expliquer de temps en temps pour essayer de freiner un peu l'emballement médiatique. Mais je ne crois pas qu'à part soigner votre ego, à part se faire plaisir, je ne pense pas que l'avocat ait sa place sur des plateaux de télé, ait sa place tous les jours dans des émissions. C'est pas le rôle de l'avocat. Et en faisant cela, vous ne rendez pas service à ceux que vous défendez, qu'ils soient connus ou inconnus. Je ne crois pas. Pour revenir aux affaires Fillon-Le Pen, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un traitement différent pour Madame Le Pen? Parce qu'on en a tous entendu un peu moins parler. Et pour quelles raisons, pensez-vous? Écoutez, je crois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont eu deux attitudes totalement différentes. Ils étaient tous les deux protégés par une immunité parlementaire qui pouvait les conduire à ne pas se présenter à des convocations, tant que cette immunité parlementaire du Parlement français et du Parlement européen pour Le Pen n'était pas levée. Marine Le Pen a clairement fait le choix de dire « je ne me présenterai à aucune convocation avant la fin des élections législatives parce que je considère que me convoquer à 15 jours ou à 3 semaines du premier tour de l'élection, c'est volontairement vouloir me nuire ». François Fillon a voulu collaborer avec la justice et a voulu répondre aux questions et a été pressé de pouvoir être entendu, avant ensuite de regretter que la justice s'emballe si vite et que finalement il y a eu peut-être des manœuvres pour permettre qu'elles soient instrumentalisées. Ce sont deux systèmes de défense totalement différents qui ont été choisis. L'une qui dit même mise en examen, je me présenterai à l'élection présidentielle, et un autre qui dit mise en examen, je me retirerai de l'élection, et il ne s'est pas retiré. Donc à partir de là, ils ont fait deux choix de défense ou de tactique de défense totalement différents. Donc finalement, le problème dans ces affaires, c'est aussi le manque de connaissances juridiques de la population et de la prise en compte de la présomption d'innocence. Finalement, vous plaidez pour du droit obligatoire pour toute la population, ce serait une solution? Non, je plaide pour essayer de faire en sorte que l'on considère que chacun a le droit et doit avoir le droit à la présomption d'innocence, que c'est inscrit dans le code de procédure pénale, que c'est un principe qui doit être intangible et que l'on soit célèbre ou totalement inconnu, ce droit ne peut pas être bafoué. Okay. Et pour finir sur une question personnelle, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle de vos affaires vous retiendrez le plus et nous la raconter? Alors, laquelle de mes affaires je retiendrai le plus? Si vous voulez, j'ai d'abord un client qui est mon client préféré, mais lui, je ne vais pas parler de ses affaires, parce qu'elles ne sont pas terminées. Écoutez, dans les affaires qui m'ont marqué, je dirais sans doute le braquage de l'UBS. J'étais encore un jeune avocat, je défendais des Corses qui étaient accusés d'avoir cambriolé en plein jour l'UBS.
une célèbre banque à Genève, un dimanche matin, d'être entré dans l'UBS comme on entre chez un commerçant, d'avoir ouvert les coffres, d'avoir sélectionné les bons billets des liasses piégées, et puis des kilos et des kilos de billets transportés, une instruction qui a duré des années, et un acquittement prononcé par la cour d'assises qui a dit qu'on n'avait pas la preuve, même s'ils avaient été vus à Genève, que ce soit eux. C'est une affaire qui m'a marqué, d'abord parce que j'étais jeune, parce que je m'étais passionné pour cette affaire, et parce qu'au fond, quand la justice dit qu'elle est capable de douter, quand une cour d'assises, après des heures et des heures de délibéré, préfère sans doute, dans le secret d'une délibération que l'avocat ne connaît pas, dire qu'on préfère, au bénéfice d'un doute, acquitter plutôt que de condamner, c'est une belle victoire d'abord du droit, mais aussi de l'avocat. Vous-même, vous demandez, ou alors est-ce que vous demandez à vos clients s'ils sont coupables des faits qu'on leur reproche ou pas? Jamais. Jamais. Parce que je pense que quand vous connaissez la vérité, vous défendez moins bien que quand vous vous limitez, ce qui est déjà pas mal, à connaître le dossier. La vérité n'est pas toujours bonne à être connue. Et est-ce que vous choisissez vos clients? Et si oui, comment est-ce que vous choisissez de traiter une affaire plutôt qu'une autre? Vous savez, l'avocat peut ne pas défendre parce que vous n'êtes pas en adéquation avec la personne ou parce que vous n'adhérez pas à son système de défense. J'ai fait le choix, par exemple, de ne pas défendre ceux qui commettent des attentats. Pas pour la morale, mais parce que c'est pas une défense que j'ai envie de faire. Et voilà. Après, vous savez, c'est le bouche à oreille, c'est malheureusement la récidive et les clients que vous avez défendus qui reviennent et qui vous demandent à nouveau de les défendre. Voilà, non, je n'exclus personne. Simplement, je ne défends pas ce dont je pense que le système de défense est totalement voué à l'échec. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez un dossier, lorsque vous mesurez les charges, les preuves réunies contre celui que vous allez défendre et qui vous dit que tout ça n'existe pas, vous ne pourrez pas le mettre utile. Parce que de toute façon, il ne vous écoutera pas et toutes les déclarations qu'il sera amené à faire feront que, inévitablement, il ira vers une condamnation plus lourde que celle qui aurait consisté à reconnaître les faits. Et est-ce que vous gardez contact avec vos anciens clients, ou au moins certains, autrement que par la récidive Écoutez, bah oui, je garde contact avec certains clients. Vous savez, l'avocat, c'est comme le médecin. Souvent, vous êtes celui, parce que vous avez bien plaidé, parce que vous avez sorti quelqu'un d'affaires, parce que pour le médecin, vous l'avez guéri, vous êtes celui qui ne rappelle que des mauvais souvenirs. Un avocat qui a eu un client avec lequel pendant des mois il l'a accompagné de la prison au palais de justice, du palais de justice à son procès. Parfois après, pendant qu'il a exécuté sa peine, on peut comprendre qu'une fois que le parcours de celui que vous avez défendu est terminé et qu'il est libre, qu'il n'ait plus forcément envie de revoir son avocat. Et est-ce que vous pensez que l'oral, donc l'éloquence de l'avocat, est plus important que l'écrit, donc que ses preuves ou ses conclusions, ou non? Et je pense que les deux doivent se conjuguer, c'est-à-dire que pour être un bon avocat, il faut essayer d'être éloquent pour pouvoir convaincre et pour pouvoir essayer de plaider et de faire captiver l'attention pour faire reconnaître vos arguments. Et dans le même temps, vous ne gagnez des affaires que parce que vous connaissez le dossier, que parce que vous avez étudié toute la procédure et que vous pouvez présenter une défense qui soit une défense cohérente. Est-ce que vous avez une tactique personnelle?
Non. Non. Et je vais vous dire, je ne vais pas la dévoiler. Non, mais je plaisante. Donc il y en a une. Non. Écoutez, la première partie de la conférence est à présent terminée. On va passer à un intermède un petit peu plus léger avec deux membres de l'association qui vont venir. Qui arrivent. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Alors la partie un peu plus cool, les flash questions que nous vous avons préparées. Nous allons faire deux propositions et vous allez en choisir une de manière totalement arbitraire, on va dire en argumentant brièvement. En argumentant. Très brièvement. D'accord. Attaquer ou défendre? Défendre. Argument bref. Alors je pensais vraiment qu'il fallait être bref, donc je me suis dit... parce que je pense que bien défendre, c'est la meilleure attaque. Bien. Tibéri ou Sarkozy? C'est très difficile, alors si je ne peux pas prendre de joker, Sarkozy. Robe de chambre ou robe d'avocat? Écoutez, non, ici c'est sérieux, à robe d'avocat. Affaires politiques ou affaires financières? Les affaires financières sont souvent politiques, donc on va dire affaires financières. Fac de droit ou double cursus commerce droit à l'EM Lyon? Écoutez, remercions ceux qui vous ont bien accueillis, double cursus commerce droit pour les autres, et hélas, parce que ça n'existait pas, que fac de droit pour moi. Merci, c'est gentil. Défendre un coupable ou défendre un innocent? Défendre tout court. Johnny ou Sardou? Johnny. Et enfin, président ancien banquier ou président ancien avocat? Alors, mettez... Alors, je vais pas... C'est pas sur le choix que je vais douter, c'est sur la présentation. Je mettrais ancien président, redevenu avocat. Ah oui, le blind taste. On me dit que nos vies ne vont pas. C'est très difficile, je crois que c'est une Italienne mariée avec un Français, et c'est quelqu'un qui me l'a dit. Deuxième? S'il y en a. C'est presque la minute. Et enfin, la troisième. Alors là, si vous me connaissez... Monsieur Jonas, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que Fabre quand écoute ma musique. Il est collé là. Mathieu? C'est un autre maître. C'est Maître Ellis. Merci à vous. Nous allons terminer la conférence avec les questions du public. Bonjour maître. On va parler un peu de civil et un peu moins de pénal, vous êtes content. Régulièrement, la Cour... J'espère que je vais pouvoir répondre surtout. Pas de raison. La Cour européenne des droits de l'homme tranche régulièrement pour les parlements nationaux des questions de société, notamment liées au voile, au handicap du travail, à la PMA, à la GPA, au transsexualisme. Quel est votre avis sur cette intervention peut-être on pourrait qualifier de peu légitime démocratiquement des institutions du Conseil de l'Europe? Sur le plan civil et sur le plan des exemples que vous prenez, je pense que chaque pays doit rester maître de sa législation et de ses décisions, et que l'influence des juridictions étrangères, européennes notamment, pour dicter le droit aux juridictions de droit commun, aux juridictions nationales, n'est pas forcément une bonne chose. Donc je suis plutôt contre
Mais est-ce que l'on peut faire autrement? Ça, c'est un autre problème. Je suis plutôt contre, dans ces matières-là, l'intervention des juridictions européennes. Dans quelle matière vous êtes plutôt pour? Tout ce qui concerne le droit civil. Je pense que les lois qui sont adoptées par nos États doivent être appliquées et qu'on ne peut pas venir les remettre en cause par le biais des recours faits sur le droit interne. Bonjour maître, Bonjour, juste une question sur l'affaire Fillon. Vous avez dit qu'il avait pris sa décision, mais vous ne pensez pas que les avocats, enfin ces avocats, l'ont un peu aidé sur ce qu'il fallait dire ou pas, ce qu'il fallait déclarer au grand public finalement? Enfin, vous pensez que c'est une décision personnelle et que ces avocats ils ne sont pas un petit peu responsables finalement? Je ne crois pas. Vous savez, je crois que quand vous êtes confronté à des gens célèbres, ou des gens importants, ou des gens en vue, la mission de l'avocat est plus compliquée qu'avec quelqu'un qui vous écoute. Parce qu'en général, je ne connais pas plus que ça François Fillon, mais je pense que, comme beaucoup, il doit plutôt dicter ses choix à ses avocats que de se faire dicter ses choix par l'avocat, ou ses décisions par l'avocat. Bonjour maître. Bonjour madame. J'ai une question à propos des propos de M. Sarkozy en 2010. Et, ne me faites pas peur. En 2010? Oui, suite à l'affaire Laetitia. Sur les petits pois? Non, Laetitia. Laetitia. Qui avait provoqué justement une grève des magistrats. Je voulais savoir où est-ce que vous étiez, est-ce que vous en aviez pensé? Sur le crime de cette jeune femme, oui, c'est ça? C'est ça. Et les reproches qui avaient été faits à un juge d'application des peines qui avait libéré son assassin présumé et celui qui a ensuite été condamné pour assassinat. Ah, écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? Ce que j'ai pensé de sa réaction? Oui. Ah, vous savez, le problème de la magistrature, c'est que c'est la seule profession qui ne répond pas directement de ses éventuelles erreurs autrement que par une comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes avocat, vous répondez de vos manquements éventuels devant un conseil de l'ordre. Vous êtes architecte, c'est la même chose, vous êtes notaire, c'est pareil. Vous êtes médecin, c'est pareil. Vous êtes magistrat, vous libérez quelqu'un qui va assassiner à nouveau une jeune femme de 20 ans, on ne vous dit rien. Et donc, à l'époque, lorsque cette manifestation s'est déroulée, le président Sarkozy avait indiqué qu'il voulait responsabiliser les juges et qu'il voulait qu'une enquête soit faite pour savoir comment un juge de l'application des peines avait pu libérer en conditionnel quelqu'un qui, 8 jours ou 15 jours après sa sortie, avait violé et tué la jeune Laetitia. Donc, pour vous donner mon sentiment, je pense que ce jour-là, il a eu raison de stigmatiser l'absence de sanctions prises contre les magistrats, et je crois même qu'il avait proposé, mais malheureusement ça n'a pas pu être voté, un changement dans les statuts qui aurait consisté à rendre financièrement responsables les magistrats lorsqu'ils commettaient des fautes. Je rappelle quand même que dans l'affaire célèbre d'Outreau, dont tout le monde a entendu parler, le juge Burgot, qui avait gardé pendant des années en détention de nombreuses personnes dont la justice a reconnu, puisqu'ils ont été acquittés, qu'ils étaient innocents, a comparu devant le Conseil supérieur de la magistrature et qu'il a eu un blâme. Voyez-vous, si nous étions concernés parce que nous connaîtrions, une des personnes qui a effectué à l'époque 5 ou 6 ans de prison, on se révolterait à l'idée que le juge d'instruction qui s'est à ce point trompé soit si peu sanctionné.
Bonsoir maître. On a parlé de l'indépendance, mais j'avais une question concernant le pouvoir de grâce du président. Vous pensez pas que c'est une mission trop importante du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire? Écoutez, le droit de grâce, il est dans la Constitution, il existe, il a été très peu appliqué. Les recours en grâce sont déposés, mais ils sont très rarement accordés. Vous avez eu cette femme qui a été graciée partiellement sur la peine de 10 ans à laquelle elle avait été condamnée pour avoir tué son mari. Et sous le quinquennat qui s'achève, je n'ai pas le souvenir que d'autres droits de grâce aient été accordés. Peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Non, je pense que c'est important que le droit de grâce existe, parce qu'une cour d'assises peut se tromper une fois, on peut faire appel, elle peut se tromper une deuxième fois. La Cour de cassation, qui ne rejuge pas en droit, mais qui rejuge en droit, peut considérer que la procédure est régulière, et pourtant vous pouvez avoir des innocents qui demandent leur grâce, qui justifient d'éléments nouveaux. C'est un droit, il est dans la Constitution, je suis pour le garder. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure du fait que la vérité aujourd'hui soit la vérité journalistique et non pas la vérité juridique, et qu'il faudrait respecter la présomption d'innocence. Oui. Mais concrètement, comment vous faites avec les médias aujourd'hui qui sont en direct, dans l'immédiat d'Internet? Qu'est-ce que vous préconiseriez? Bien, écoutez, il y a une réforme qui pourrait peut-être être faite et qui permettrait, même si je ne suis pas convaincu que ce soit forcément la panacée, qui consisterait à lever le secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des journaux qui distillent des extraits de procès-verbaux, qui violent en permanence le secret de l'instruction. Les journalistes ont droit au secret des sources, donc ils ne risquent rien. Ils ne peuvent pas être sanctionnés. Et le résultat, c'est que, je ne disais pas, la vérité médiatique l'emporte sur la vérité judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, vous retenez dans une affaire que un tel ou un tel aurait déclaré cela, qu'un tel aurait déclaré cela, sans qu'il soit possible pour la personne qui est ainsi mise au banc de l'infamie de pouvoir répondre, puisque son avocat doit respecter le secret de l'instruction. Donc je pense qu'à l'heure de l'info continue, à l'heure du temps médiatique par rapport au temps judiciaire, il faut supprimer le secret de l'instruction. De manière à permettre de pouvoir mettre le dossier sur la place publique, et lorsqu'un grand journal du soir sort un extrait de procès-verbal, montrer que lorsqu'on lit le procès-verbal dans son intégralité, ou lorsque l'on prend d'autres déclarations, elles viennent totalement contredire celles qui sont faites par, ou qui ont été divulguées dans ce média. Bonjour. Bonjour. Il s'était posé la question lors de l'affaire du mur d'écran du fait que si les magistrats devaient être syndiqués ou pas, comme un peu la question se pose pour l'amener. Est-ce que vous êtes en faveur d'une interdiction du syndicalisme pour la magistrature? Non, je ne suis pas contre le syndicalisme des magistrats. Je suis quand même, en revanche, pour qu'ils observent une certaine neutralité et que ceux qui s'engagent dans un syndicalisme réellement marqué doivent pouvoir être déchargés de certaines fonctions. Je pense par exemple que vous ne pouvez pas militer, vous afficher et avoir dans la magistrature des fonctions d'instruction qui demandent forcément de pouvoir instruire à charge et à décharge, et vous n'instruirez pas à charge et à décharge contre quelqu'un que vous avez épinglé sur le mur des ponts, ce qui est peut-être votre droit, mais ce qui quand même pose un préjudice certain au justiciable qui a le droit
un procès équitable et à être défendu ou à être jugé par quelqu'un de neutre. C'est très difficile pour un magistrat, pour compléter ma réponse, c'est très difficile pour un magistrat, bien sûr, de faire abstraction de ses convictions, mais dans le même temps, le justiciable n'a pas à pâtir de l'idéologie ou des idées politiques du magistrat qu'il a en face de lui. Mais concrètement, vous mettez ça en place par un contrôle du Conseil supérieur de la magistrature? Non, vous devez peut-être faire en sorte de demander à des magistrats de considérer qu'ils devront se déporter dans certaines affaires si en conscience ils considèrent que celui qu'ils devront juger est trop à l'opposé de ses idées. C'est bien sûr très difficile à mettre en œuvre, mais on ne peut pas non plus entrer dans le contrôle systématique ou demander la carte syndicale du magistrat. De même qu'on ne peut pas, à mon avis, interdire le syndicalisme. Bonjour maître, je voulais vous interroger sur la présomption d'innocence parce que vous l'avez défendue ici, mais d'autres de vos confrères, comme par exemple maître Dupond-Moretti, la défendent également énormément, mais en revanche, quand ça concerne leurs clients, je pense à l'affaire Théo, ils vont sur les plateaux expliquer que de toute façon l'issue du procès n'a aucun doute. Donc c'est un peu une défense de la présomption d'innocence à géométrie variable. Et je voulais savoir si vous étiez favorable à une extension du délit d'atteinte à la présomption d'innocence pour condamner certains journaux qui aujourd'hui se moquent totalement de la présomption d'innocence. C'est vrai, mais vous savez, malheureusement, les peines d'amende, si on aggrave la peine d'amende ou la peine de prison pour l'atteinte à la présomption d'innocence, vous n'empêcherez pas les mêmes de continuer à publier, parce que c'est exactement le même problème que l'atteinte à la vie privée. Vous avez des journaux que vous connaissez, qui font des unes de magazines, qui savent parfaitement qu'avec les photos à l'intérieur, ils vont se faire condamner pour atteinte à la vie privée, mais le montant de la condamnation est tellement dérisoire par rapport au nombre de journaux ou de magazines qu'ils vont vendre, qu'ils font le choix délibéré de porter atteinte au droit à l'image ou porter atteinte à l'intimité de la vie privée. L'atteinte à la présomption d'innocence, elle est réprimée aujourd'hui par des peines d'amende symboliques, dont celui qui est condamné n'a que faire. Donc effectivement, on pourrait envisager d'aggraver sensiblement les peines, au moins les peines d'amende, parce que c'est pas naturellement la place en prison qui est ici en jeu. Mais est-ce que cela changera vraiment pour des grands médias qui ont des moyens considérables? Il faudrait que les peines soient exemplaires, ce qui n'est pas le cas dans notre arsenal judiciaire. Très bien, et notre président Florian va à présent conclure la conférence. Merci maître, merci. Merci maître, merci Adrien, merci Mathieu. Surtout merci à vous d'avoir assisté à cette nouvelle conférence. Le nom des gagnants de la participation Facebook pour le cocktail s'affiche donc derrière moi. Je vous annonce aussi que notre prochaine conférence c'est dès demain. Nous recevrons avec le club voile Éric Bellion, ancien diplômé de l'école et ayant récemment réalisé le tour du monde à la voile dans le cadre du Vendée Globe. Donc c'est dès demain à 18h. Donc on vous y attend nombreux et je vous souhaite désormais à tous un très bon HH. Bonne soirée.